Mettre en place un gouvernement d'ouverture et constituer un bloc qui sera considéré comme le camp de la patrie, voilà les suggestions de Steve Mbikayi, président du Parti travailliste, faites au conseiller du chef de l'État en matière sécuritaire lors de sa consultation ce mercredi. Condamné à la peine de mort, Marcel Malanga, sujet américain qui participait à la tentative du coup d'État, portera désormais le poids de la servitude pénale à perpétuité. La commutation de cette peine ressort de l'ordonnance présidentielle du 28 mars 2025, lue ce mercredi à la RTL. Enfin, célébration ce 2 avril de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Cette journée vise à promouvoir la pleine réalisation de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales des personnes autistes. Madame et messieurs, bonsoir. On commence tout de suite en province. Les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs ont eu lieu ce mercredi dans les provinces du Kwilu et du Nord Ubangi. Dans le Kwilu, Philippe Akamitunandolo a été élu gouverneur avec 28 voix. Après le dépouillement des résultats provisoires, ont été élus sénateurs dans cette province. Labilan Kalim Papi, 9 voix. Ichundala, 6 voix. Mabaya, 6 voix. Et Bakele Mariam, 5 voix. Dans le Nord Ubangi est élu gouverneur après les résultats provisoires. Jean Bosco Kotongo, nous y reviendrons. Les consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale se poursuivent après avoir été consultés par le conseiller du chef de l'État en matière sécuritaire, Steve Mbikayi, président du Parti travailliste, propose la mise en place d'un gouvernement d'ouverture et faire un bloc qui sera considéré comme le camp de la patrie afin de retrouver l'intégrité de la République démocratique du Congo. Suivez ces propos. Donc, en ce qui concerne l'appellation du gouvernement, moi j'ai pensé que on peut l'appeler un gouvernement d'ouverture. D'ouverture dans la mesure où le chef de l'État a tendu la main à toutes les filles et tous les fils de ce pays afin qu'on puisse faire bloc ensemble dans le camp de la patrie pour pouvoir nous battre afin de recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays et puis mettre fin à l'agression rwandaise qui n'a que trop duré. Et pour ce faire, j'encourage cette démarche et je lance aussi un appel pathétique à tous nos frères de l'opposition, de la majorité, ceux civils, pour répondre favorablement, n'est-ce pas, à ces demandes. Parce que comme vous savez, quand la case brûle ou quand on est agressé par un étranger, eh ben, même si la maman s'est battue avec les enfants, on doit d'abord arrêter ça pour chasser l'ennemi. Aujourd'hui, on a besoin que tout le monde se mettent ensemble pour faire bloc contre cette agression. Et j'ai dit aussi qu'il faudrait que ce gouvernement soit à mesure de répondre aux besoins fondamentaux de notre population, parce que tout le monde ne sait pas de faire la guerre, gérer la guerre au gouvernement. Et pour ce faire, il faudrait qu'il y ait les hommes d'expérience. Eh bien, on doit aussi relativiser, comme je leur ai dit, la notion de poids politique. Parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de sensibilité, il faut éviter la gourmandise. Et aussi, j'ai constaté que ceux qui parlent souvent pas politique, quand la famille politique est menacée ou le pays est menacé, ils préfèrent se taire et se terrer. Ce qui fait qu'il faudrait qu'on ait les hommes capables, non seulement de répondre aux besoins de la population, mais aussi de consolider notre pouvoir, parce que nous devons le garder, n'est-ce pas, à travers nos sacrés, au-delà de 2028, pourquoi pas, pour plusieurs décennies. Et tour à tour, le conseiller du chef de l'État en matière sécuritaire a reçu les présidents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, et de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Pour ces deux personnalités, les médias jouent un rôle très important. Il était donc nécessaire de les consulter. C'était le mardi 1er mars. Regardez. Dans un contexte de la guerre, la parole n'est pas qu'une arme, c'est un outil important, soit de la cohésion ou de la division. C'est dans cette optique que le président du CESAC a été consulté. Christian Bossembe appelle les médias à servir d'outil de sauvegarde de l'unité nationale. Moi, en tant que président du CESAC,
ma présence ici était justement pour assurer que les médias vont effectivement servir d'outils de sauvegarde de l'unité nationale et que le plateau ne serviront pas forcément à des avalanches, des insultes et des attaques. Et il est très important de leur assurer que ce n'est pas pour avoir de postes, mais c'est plutôt pour avoir des responsabilités et assurer les autres à avancer. Donc je crois que ça a été pour moi important et surtout de répondre à l'appel du président de la République qui ne vise qu'une seule chose, l'unité nationale, la reconstruction de ce pays, la restauration de la paix, la restauration de l'autorité de l'État. Par ailleurs, le président de l'UNPC, Kamanda Wakamanda, a appelé les médias congolais à renforcer l'offensive médiatique durant cette période d'agression rwandaise. Nous sommes venus d'abord réfléchir sur les voies et moyens de repousser l'agresseur, de le mettre hors de notre territoire et évidemment sur les voies et moyens de remettre la paix dans nos pays ou dans notre pays, dans notre patrie. Aujourd'hui, nous avons compris que l'offensive médiatique doit être menée correctement et doit être menée à bien. Je ne veux critiquer personne, je ne veux parler de personne, mais je dis seulement que nous devons renforcer l'offensive médiatique. Et c'est de noter que ces consultations politiques sont pour la formation du gouvernement d'union nationale en vue de faire face à la guerre d'agression. Vous l'avez corrigé avec moi, c'était donc le mardi 1er avril. Tout à fait autre chose, le conseiller principal du président américain Donald Trump pour les affaires arabes et du Moyen-Orient attendu à Kinshasa le mercredi 3 avril 2025, ce pour approfondir les discussions incluant la proposition plutôt du président Tshisekedi d'échanger les ressources minérales congolaises contre une assistance militaire et diplomatique des États-Unis. Après la République démocratique du Congo, Boulos se rendra au Rwanda, au Ouganda et au Kenya. Suivez. À partir du jeudi 3 avril, Machad Boulos entamera une tournée en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. Cette visite vise à faciliter les pourparlers de paix dans l'est de la RDC et à encourager les investissements américains dans la région. Il devrait se concentrer particulièrement sur la région de Grand Lac où les tensions persistantes dans l'est de la RDC et les négociations sur un accord minier stratégique avec Kinshasa figurent parmi les dossiers prioritaires. Selon un responsable américain, cette zone restera au cœur de son mandat. Le mois dernier, Boulos a tenu des discussions avec des représentants de la RDC et du Rwanda, selon deux sources informées des échanges. Pour rappel, Machad Boulos a passé de nombreuses années au Nigeria où il a dirigé plusieurs entreprises, notamment dans le transport et la machinerie lourde. Il s'est aussi investi en politique en tant qu'émissaire auprès des électeurs arabo-américains, présentant Donald Trump comme un leader susceptible d'apporter la paix au Moyen-Orient. Sa tournée en Afrique a été approuvée par le département d'État américain. Durant son voyage en Afrique, Boulos sera accompagné de Corinna Sanders, sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Et la guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo avec l'occupation d'une partie du territoire par l'armée rwandaise et ses supplétifs n'affaiblit pas la MONUSCO. Cette mission continue d'assurer la protection des civils. La déclaration a été faite tout récemment par la chef de cette mission de stabilisation du Congo, Bintou Keïta. Regardez. Que ce soit dans les zones contrôlées maintenant par le M23 ou dans les zones où il n'y a pas le M23, et là on parle du Grand Nord et de l'Ituri, la mission MONUSCO continue de mettre en œuvre son mandat de protection des civils. La grande question que les gens me posent, c'est dans les zones contrôlées par le M23, est-ce qu'il y a des patrouilles qui sont faites par les casques bleus Est-ce que donc, s'il n'y a pas de patrouille, il n'y a pas de protection des civils? Il faut juste se rappeler qu'il y a 3 manières de faire la protection des civils. Il y a les engagements politiques, il y a la sécurité physique, la protection physique par la présence physique, et puis il y a les conditions pour que les populations se sentent bien. Donc c'est les 3 tiers de la protection des civils. Peut-être que c'est le moment de se poser la question, comment fonctionner
Comment approcher l'aide humanitaire dans un environnement où les ressources sont plutôt déclinantes et peut-être inventer d'autres modèles de réponse humanitaire. Et dans ce contexte, je pense que les organisations non gouvernementales nationales, les associations locales devraient être privilégiées parce que eux, quelle que soit la situation sécuritaire, restent sur terrain, continuent de pouvoir avoir accès aux populations et je pense qu'essentiellement c'est ce qui est fait. Et puis les élèves de l'École nationale d'administration conscientisés sur les enjeux de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une guerre économique caractérisée par le pillage de ressources minières de la RDC par le Rwanda. C'est le ministre de la Communication et des Médias qui s'est évertué à cet exercice le mardi 1er avril. On en parle avec Patrick Issobongue Sebokouma. L'agression dont est victime la RDC appelle à une mobilisation de toutes les filles et fils du pays, de toute classe sociale. Voilà qui justifie le déplacement du ministre de la Communication à l'ENA. Patrick Mouyaya s'est entretenu avec les énarques autour du thème « Enjeux de la guerre dans l'Est de la RDC, communication de crise et diplomatie médiatique ». L'homme du changement de narratif a donné des précisions quant à ce. Nous avons eu pratiquement 2 heures d'échange francs avec ceux qui incarnent le présent de ce pays, parce que c'est des cadres, des hauts fonctionnaires qui sont en cours de perfectionnement ici à l'ENA, pour qu'ils comprennent que cette guerre, comme nous aimons le dire, c'est pas la guerre du président de la République, c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais. J'ai eu l'occasion de démontrer que les conséquences de cette guerre touchent à chacune des femmes et à chacun des enfants partout sur les territoires de la République démocratique du Congo et qu'il leur appartient eux aussi de se mobiliser pour défendre le pays. La défense du pays, de par la nature hybride de la guerre, ne peut pas être faite que par des militaires. Elle peut être faite par tous les citoyens. Là où ils se trouvent, et je pense que de ces points de vue, j'ai trouvé plutôt un terrain fertile. Nous nous sommes bien compris et il y a un engagement patriotique renouvelé parce que ceux-là, c'est ceux qui s'engagent pour servir l'État avec intégrité, compétence et patriotisme. Et j'espère que dans les jours qui viennent, nous pouvons compter sur l'armée qu'on a mobilisée ici à l'ENA. Et ici, c'était des officiers. Patrick Mouyaya a expliqué aux élèves de l'ENA la tactique de Kigali en propageant des mensonges pour affaiblir les Congolais. Pour y faire face, plusieurs fronts ont été mis en place, a rappelé Patrick Mouyaya. Enfin, le ministre de la Communication a indiqué qu'une cellule de crise a été mise en place pour répondre vigoureusement à la désinformation provenant de l'armée numérique rwandaise. Cela après le discours à la nation du président de la République le 29 janvier dernier. Et soutenir la vision du chef de l'État pendant cette période de guerre, c'est l'appel lancé aux femmes du secrétariat général à la communication. Il a été fait par le représentant du ministre de la Communication et des Médias à la cérémonie de clôture du mois de mars. Regardez. Représentant le ministre de la Communication et Médias à la cérémonie de clôture des activités du mois dédié à la femme, au secrétariat général de la communication, le directeur de cabinet du ministre des tutelles a tenu des propos encourageants à l'endroit de ces femmes. Nicolas Liadja, qui les a félicitées pour cette organisation, a rappelé que tout être humain est à même de se nourrir des ambitions. Nous aimons ici rappeler que les ambitions n'ont pas de sexe, c'est-à-dire que les ambitions ne sont pas que l'apanage des hommes et que les femmes, comme étant des êtres complets, comme étant des êtres à part entière, ont droit à avoir des ambitions parce que leurs ambitions ne se résument pas ou ne se limitent pas au ménage, mais elles ont aussi des têtes, aussi des objectifs qui se doivent être réalisés. En tant que ministère de tutelle, nous ne pouvons que soutenir ces ambitions manifestées par la femme au sein de l'administration publique. Le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias a appelé ces femmes à soutenir la vision du chef de l'État, surtout pendant cette période où le pays est agressé par un de ses voisins qui est le Rwanda. Pendant ce moment de guerre, nous avons besoin de tous les fils et filles de notre pays, la République démocratique du Congo, autour du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autour des FARDC Wazalendo,
ainsi qu'à travers cet acte de contribution autour des femmes de ces vaillants guerriers qui défendent la patrie, qui défendent la République démocratique du Congo. Nicolas Liandja conclut son speech en appelant toutes ces femmes à s'abstenir du poison rwandais. On parle de justice à prison. La peine de mort de Marcel Malanga, sujet américain condamné le 27 janvier par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, commuée en servitude pénale à perpétuité. Ceci sort de l'ordonnance présidentielle numéro 25/183 du 28 mars 2025, lue ce mercredi à la radio-télévision nationale congolaise. Suivez. Au terme de l'ordonnance numéro 25/183 du 28 mars 2025, la peine capitale prononcée à l'encontre de Marcel Malanga, présenté comme chef du groupe accusé d'avoir voulu renverser les institutions par un coup d'État le 19 mai dernier, a été commuée en servitude pénale à perpétuité. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à M. Marcel Malanga Malou, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. Article 2. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Signalons que ses compatriotes Taylor Christia Thompson et Zalman Benjamin bénéficient aussi de la même mesure. En province, le conflit interethnique continue à persister dans le Mai-Ndombe. Après Kwamut, c'est le tour du territoire de Bolobo qui est frappé par le conflit entre le Teke et le Nounou. Un autre conflit est signalé à Oshwe où plusieurs maisons ont été brûlées. La population de ce village est allée trouver refuge dans la forêt. L'Assemblée nationale de Mai-Ndombe, l'Assemblée provinciale plutôt de Mai-Ndombe, en appelle à l'intervention du ministre de l'Intérieur en vue d'une solution durable. Ida Maloba. Après Kwamutu, qui jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore la calmie totale, c'est Bolobo maintenant qui est encore frappé par un conflit interethnique entre les Teke et les Nounous. On a tout fait pour que le gouverneur puisse descendre lui-même sur le terrain pour calmer cette tension. À part Bolobo, il y a encore un conflit qui se pointe déjà à Oshwe. Là, les deux clans qui se disputent du pouvoir coutumier. Cela fait que la police puisse descendre, la population a résisté contre la force policière et on a brûlé plusieurs maisons. Et maintenant là que je vous parle, toute la population de ces villages est maintenant à la forêt parce que la police cherche les gens qui avaient brûlé les maisons. Tout le monde a fui. Alors la recommandation de l'Assemblée serait seulement de demander au ministre de l'Intérieur de se mettre pour rétablir l'autorité de l'État dans tous les coins de la province. D'une province à une autre, l'école de police de Kapalata fait peau neuve après des travaux de réhabilitation financés par le gouvernement de la République et exécutés par le génie de la police. Ce chantier a permis une remise à niveau complète des infrastructures. Le commissaire provincial adjoint de la police nationale congolaise de la Chopo a effectué une visite d'inspection à la grande satisfaction du directeur de cette école. Suivez. L'école des polices de Kapalata porte désormais sa plus belle robe d'antan. Ceci par la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le commissaire supérieur adjoint de la PNC Chopo, qui a inspecté ce travaux, en a profité pour exprimer sa gratitude au VPM de l'Intérieur et Sécurité qui a initié ce travaux. Le plus heureux reste le directeur de l'école de Kapalata, le commissaire supérieur principal qui promet d'en faire bon usage. C'est magnifique, c'est un grand remerciement aux autorités de pouvoir penser à l'école de police de Kapalata. Nous avons certainement le courage de dire que la formation va se dérouler en très bonne et due forme. Et pas pourquoi les conditions qui nous semblaient difficiles venaient d'être rétablies.
La réhabilitation de cette école nous permet de faire mieux. Les élèves seront à l'abri et seront dans de très bonnes conditions de formation. Tout est désormais prêt. L'école de la police de Kapalata est entièrement réhabilitée par les génies de la police nationale congolaise et n'attend plus que la coupure du ruban symbolique pour accueillir les nouvelles recrues. Et l'humanité a célébré ce 2 avril 2025 la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme initiée par l'Assemblée générale des Nations unies. La journée vise à promouvoir la pleine réalisation de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales des personnes autistes. La question se pose donc alors, c'est quoi l'autisme et comment se contracte-t-il? Éléments de réponse dans ce reportage signé Affermi Vita et Didier Moulamba. Promouvoir la neurodiversité et les objectifs de développement durable, c'est sous ce thème qu'est célébrée ce jour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Qu'est-ce qu'on entend par autisme? Le docteur Chris Loutete répond. L'autisme, c'est un trouble de développement interactionnel, développement de communication, développement comportemental. Je peux donner un exemple pour bien sûr clarifier cette définition. On a un enfant qui a normalement 6 ans, mais qui présente bien sûr toutes les caractéristiques d'un enfant de 3 ans. Poursuivant son speech, le docteur Chris Loutete nous parle des causes de l'autisme. En tout cas, jusque-là, les scientifiques y travaillent, mais la cause de contraction est jusque-là inconnue. Dans certains cas, c'est génétique. Dans le cas où, par exemple, on peut avoir un père autiste, ainsi de suite. Mais souvent, c'est d'origine inconnue. Maladie incurable à ce jour, mais les autistes sont des personnes normaux qui peuvent travailler, se marier comme tous les autres. Un autiste actuellement peut travailler, un autiste actuellement peut se marier, un autiste actuellement peut aussi se comporter et vivre une vie normale. Mais ce n'est pas curable, pour l'instant en tout cas. Initiée par la résolution A/RES/62/139 de l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée est célébrée depuis le 2 avril 2008. Et au Niger, pour finir, la junte annonce la libération de 50 prisonniers, parmi eux les anciens militaires, ministres responsables dans le gouvernement déchu. Ces 50 personnes étaient liées à l'ancien régime du président Mohamed Bazoum, renversé en juillet 2023. Reportage. Lors d'une allocution à la télévision nationale, le secrétaire général du gouvernement a dévoilé les noms de ces personnalités sur le point d'être libérées de prison, conformément aux recommandations des assises nationales de février dernier. Parmi elles, figure aussi un ancien ambassadeur et journaliste accusé d'être impliqué dans des tentatives de coup d'État survenues dans les années 2010. Retenu avec son épouse depuis la chute de son régime, le président Mohamed Bazoum est maintenu en détention. Une situation que dénonce l'ONU qui parle de détention arbitraire. Pour rappel, le Niger est dirigé actuellement par un régime militaire depuis le coup d'État de juillet 2023. Ce régime a à sa tête le général Abdourahmane Tiani, investi président de la République en mars 2025. À présent, place au rappel de principaux titres. Mettre en place un gouvernement d'ouverture et constituer un bloc qui sera considéré comme le camp de la patrie, voilà les suggestions de Steve Mbikayi, président du Parti travailliste, faites au conseiller du chef de l'État en matière sécuritaire lors de sa consultation ce mercredi. Condamné à la peine de mort, Marcel Malanga, sujet américain qui participait à la tentative du coup d'État, portera désormais le poids de la servitude pénale à perpétuité. La commutation de cette peine ressort de l'ordonnance présidentielle du 28 mars 2025, lue ce mercredi à la RTL. Enfin, célébration ce 2 avril de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Cette journée vise à promouvoir la pleine réalisation de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales des personnes autistes. C'en est fini pour ce soir, madame, monsieur. Merci de votre attention soutenue. Au revoir, bonsoir.